Bonjour, nous abordons maintenant la 9e leçon du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons vu dans la leçon précédente que, en France, entre 1789 et 1791, une assemblée constituante a aboli les privilèges, proclamé l'égalité des citoyens et adopté une constitution fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, comme en Angleterre à cette époque-là, comme la constitution qui vient d'être adoptée aux États-Unis. Il y a encore un roi en France, donc la situation de monarchie constitutionnelle avec séparation des pouvoirs de la France de 1791 ressemble davantage au régime britannique qu'au régime américain qui est républicain et qui a un président élu pour exercer le pouvoir exécutif. Ce régime politique, il y a eu des élections en 1791 d'une assemblée législative qui est élue au suffrage indirect et avec un suffrage censitaire beaucoup plus large que le suffrage censitaire qui existe en Angleterre à la même époque. On peut penser que ça a mis en place un régime politique qui a des chances de réussir ou de durer. Ce régime politique, il ne va pas durer. Et à partir de 1792, la Révolution française va prendre une trajectoire complètement surprenante, complètement catastrophique, avec une multiplication de conflits, de violences et de bouleversements institutionnels que je vais essayer de vous décrire rapidement pour savoir ce qu'il faut en retenir. Pourquoi ça a tourné mal? Peut-être un peu à cause de l'influence de Jean-Jacques Rousseau et de sa pensée sur un certain nombre de dirigeants révolutionnaires. Je vous en parlais à la fin de la leçon précédente, notamment de son influence sur Robespierre. Rousseau était un penseur solitaire et sentimental, maladroit en société. Je pense que s'il avait vécu jusqu'au temps de la Révolution, il aurait détesté un personnage comme Robespierre, mais Robespierre était un admirateur de la pensée de Rousseau. Et pour les raisons que je vous expliquais dans la leçon précédente, cet ordre d'idées-là, dont Rousseau est vraiment l'initiateur, aura une importance sur le déroulement de la Révolution française, et on aura beaucoup sur beaucoup d'évolutions démocratiques et de difficultés des démocraties dans les années, même sans doute dans les siècles suivants. Une autre des difficultés de ce nouveau régime, c'est que, comme tous les régimes de séparation des pouvoirs, c'est quelque chose qui fonctionne mal. En plus, le roi comprend mal le rôle qu'il devrait y jouer. L'Assemblée, les constituants se sont interdits à eux-mêmes d'être candidats à l'élection pour l'Assemblée législative, ce qui fait qu'on a une assemblée de débutants, de néophytes, de gens qui doivent apprendre leur métier, que ça aussi, ça va être difficile. Ça va être compliqué par des choses beaucoup plus graves et qui éclatent, qui sont déclenchées par des gens qui ne se rendent pas compte du tout des conséquences que ça va avoir. La première de ces éléments qui va contribuer à l'aggravation de la Révolution et qui va la transformer en guerre civile, c'est ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé catholique, qui est adoptée en juillet 1790 par l'Assemblée constituante. Dans la France de l'Ancien Régime, le clergé catholique faisait partie de l'administration du royaume.
Et les constituants qui réforment la constitution du royaume pensent que la structure de l'Église catholique fait partie de ce qu'il faut réformer. Les clergés en France étaient propriétaires d'environ le tiers de toutes les terres cultivables du pays. La constituante pense que c'est absurde, qu'il faut exproprier les biens de l'Église et qu'en contrepartie, le clergé va être payé par le gouvernement. Ils vont devenir des fonctionnaires de l'État. L'administration de l'Église doit être calquée sur l'administration du royaume. Je vous ai déjà parlé des départements, de la réorganisation territoriale française avec la création des départements pour remplacer les anciennes provinces. Or, l'Église catholique, elle est organisée en diocèses avec un évêque à la tête de chaque diocèse. Il y avait en France beaucoup plus de diocèses que le nombre de départements qui sont créés par la Constituante, et ces diocèses, ils étaient très très inégaux. Pour dire les choses rapidement, dans le sud de la France, les diocèses étaient en général très petits. Dans le nord de la France, ils étaient beaucoup plus grands. Les petits diocèses avaient une conséquence, c'est que les évêques, qui devaient faire payer des droits à la population pour vivre, coûtaient plus cher à la population que dans le Nord. Une partie de l'explication de la façon dont les conflits vont s'organiser ensuite en France vont être déterminés par des facteurs comme celui-là. Et donc, on décide qu'il va y avoir un évêque par département, on décide que les évêques et les curés des paroisses vont être salariés par le gouvernement, puisqu'ils n'auront plus les revenus que leur permettaient d'avoir les terres cultivées par des paysans, mais des terres qui appartenaient à l'Église. Cette réforme est refusée par le pape. Nous savons qu'en 1801, le successeur du pape qui était en fonction en 1791 va accepter le maintien de l'expropriation des terres de l'Église et va accepter la réorganisation avec un évêque par département. Et donc la diminution du nombre des diocèses en France et l'alignement de la structure administrative de l'Église catholique sur la structure administrative de l'État. Et ce qui, presque sûrement, était inacceptable par le pape, c'est que les constituants imaginent que, puisque, je vous l'ai dit dans la leçon précédente, tous les administrateurs des municipalités et des départements sont des élus, que les évêques doivent être élus aussi. Les évêques, sous l'Ancien Régime, ils étaient nommés par le roi. Et le roi ne peut plus nommer les évêques. Les évêques, ils vont être élus par les citoyens. Et il est très probable que ce qui était le plus inacceptable pour un pape, c'était ça. Parce que ça faisait échapper, ça bouleversait complètement la structure hiérarchique de l'Église catholique. Les rois de France étaient souvent en conflit avec le pape, mais les papes s'étaient habitués à s'entendre avec la monarchie, s'entendre avec des électeurs qui élisent des évêques. Ça, c'était absolument terrorisant pour un pape. Voilà, c'était toute la structure hiérarchique de l'Église catholique qui était mise en cause dans cette affaire. Le gouvernement, l'Assemblée exige dans sa loi que les futurs évêques et les futurs curés acceptent de prêter serment à la Constitution, comme tous les autres fonctionnaires de l'État. Le pape interdit au clergé catholique de prêter serment à la Constitution. La plupart des évêques en poste vont refuser, il y en a 4 ou 5 qui vont accepter de devenir des évêques révolutionnaires. Dans le clergé de base, un peu plus de la moitié vont refuser.
et presque la moitié vont accepter. Et donc, le gouvernement de la France va faire nommer des nouveaux évêques à partir des curés qui ont accepté d'être fidèles à la nouvelle constitution. Donc, l'Église catholique française se divise entre ceux qui sont fidèles à l'État et à la Révolution et ceux qui sont fidèles au pape. Et dans beaucoup de régions, les prêtres réfractaires, les prêtres réfractaires, c'est ceux qui refusent le serment, ceux qui refusent de respecter cette loi qui vient d'être adoptée. Les prêtres réfractaires vont être considérés comme des hors-la-loi, vont être poursuivis, certains d'entre eux vont être arrêtés, ensuite quand la révolution devient violente, ils vont être guillotinés, ça va être très très difficile pour eux. Dans certaines régions où le clergé était assez populaire, ils vont organiser des messes clandestines dans les bois, dans les granges, etc. Il y a toute une histoire héroïque de l'église clandestine qui résiste à la Révolution. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vous ai dit dans le cadre de la Révolution en Angleterre que les idéologies politiques sont perpétuellement mélangées avec des arguments religieux. Dans le cas de la France d'après 1790, les idéologies politiques ne sont pas mélangées avec des arguments religieux. Mais dans la masse de la population, l'attitude vis-à-vis de la religion a pour beaucoup de gens plus de signification que les idéologies politiques. Dans les débats à l'Assemblée, c'est les arguments politiques qui sont utilisés. Dans la masse de la population, l'attitude vis-à-vis de la religion va être ce qui mobilise la population. Ce qui mobilise la population, soit pour, soit contre la Révolution. Et la Révolution devient une guerre civile, et devient une guerre civile avec un recrutement populaire important contre la Révolution. Jusque-là, en 1790, la Révolution, elle est déjà une révolution contre les nobles. Et c'est pas encore évident qu'elle est une révolution contre le roi. Le conflit avec le roi, il va commencer bientôt. Mais apparemment, le roi accepte la constitution de 1791 et il accepte de devenir un monarque constitutionnel. Dans la masse de la population, il y a des gens qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. À Paris, Paris et les villes sont le moteur du changement politique. Mais les gens qui ne comprennent pas n'ont pas de raison de se mobiliser. Presque personne en France ne se serait mobilisé pour défendre la noblesse. Une partie des nobles, ils émigrent, ils se réfugient à l'étranger, parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais un soutien populaire pour mener une résistance contre la Révolution. Alors que dans certaines régions, les curés, les prêtres catholiques, eux, ils ont une autorité aux yeux de la population. Ils sont considérés comme des gens utiles. Ils permettent d'aller au ciel si on respecte les sacrements de l'Église catholique. Quelquefois, quand il y a un peu d'école dans les villages, c'est les curés qui font l'enseignement, à la différence du noble, qui est considéré comme nuisible. On voit ça dans les cahiers de doléances de 1789. Il y a une révolte contre la noblesse, c'est les privilèges de la noblesse. Les curés, il y a les régions où ils sont considérés comme des exploiteurs. Il y a les régions, les petits diocèses, où il y a un évêque pour un petit territoire, ou les régions où il y a un monastère. Et le monastère aussi, il possède des terres, il a des paysans qui travaillent pour lui. L'église coûte cher. Et puis dans certaines régions, elle n'est pas considérée comme très utile. Et puis il y a d'autres régions où l'église coûte moins cher, les curés dans les villages, qui sont souvent proches de la population. S'il y a des paysans moins pauvres que d'autres,
certains de leurs enfants ont pu être instruits par un curé de village. Certains d'entre eux vont devenir prêtres à leur tour. Le curé du village, c'est souvent un fils de paysan. Les évêques sont nobles, mais à la base, le clergé est beaucoup plus proche de la population que le sont les nobles. Et il y a des régions où le clergé est considéré comme nuisible et les régions où le clergé est considéré comme utile socialement. Et il faut bien comprendre ça, pas que la religion, c'est une façon de vivre en société. Est-ce que les gens croyaient vraiment en Dieu? Est-ce qu'ils avaient peur d'aller en enfer? Est-ce qu'ils voulaient aller au ciel? Est-ce qu'ils croyaient que Jésus est fils de Dieu? Peut-être. Il y a eu des gens, toujours, qui ont pris ces choses-là sérieusement. Et puis, il y en a beaucoup d'autres pour qui c'était une façon de vivre. Et la France devient, à partir de la Révolution, une société très profondément divisée du point de vue des attitudes vis-à-vis de la religion, qui se mélangent perpétuellement avec les attitudes vis-à-vis de la politique. Et pour simplifier beaucoup, dans certaines régions en France, l'Église fait payer peu d'impôts à la population et est vue comme proche du peuple et utile. Alors, le cas limite, ça va être la Vendée, qui, à partir de 1793, se révolte contre le gouvernement révolutionnaire. Il se révolte contre principalement la conscription, par la levée des jeunes gens pour la guerre, pour faire la guerre à l'étranger. Je vais en parler à l'instant. Et les curés réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter serment, deviennent les cadres, les gens qui savent lire et écrire et qui peuvent faire des sermons, des discours à cette révolte qui devient une révolte royaliste, qui devient une révolte anti-révolutionnaire, dont le recrutement se fait en alliance avec la religion. Est-ce que les Vendéens, avant 1789, étaient plus catholiques que les autres en France? C'est pas sûr. Ils ont des raisons d'être hostiles à la Révolution et ils n'ont pas de raison de leur en vouloir à leur curé. Donc il y a une alliance entre le catholicisme et la lutte anti-révolutionnaire. Et ça va des conséquences pendant très longtemps en France, puisque jusqu'au milieu du XXe siècle, la Vendée reste la région de France où la pratique religieuse catholique est la plus forte. Bon, il y a beaucoup de régions rurales en France où la situation de la religion, il y a 50 ans ou 60 ans, ressemblait à ce qu'elle était au Québec au même moment. C'est-à-dire les villages de campagne où tout le monde, quasiment tout le monde, va à la messe le dimanche, où ça semble complètement normal. Et puis il y a d'autres régions de France où au contraire, presque personne ne va à la messe le dimanche depuis très longtemps. C'est ces régions qui ont été républicaines pendant la Révolution, qui se sont souvent entretuées avec d'autres qui étaient catholiques anti-républicains, et qui vont voter en faveur des partis anticléricaux, des partis hostiles à l'Église catholique pendant très longtemps en France. Et le cas le plus typique, et il est intéressant, c'est la région d'Avignon, dans le sud de la France. Avignon était devenu au Moyen-Âge une possession du pape. Vous savez qu'il y a un État appartenant au pape, au centre de l'Italie, dont la capitale est à Rome. Et cet État, il a une petite exclave, un petit territoire extérieur à Avignon, la région autour d'Avignon. C'est là qu'on fait le vin, le Châteauneuf du pape, ça vient de là. Et c'est la Révolution française qui va annexer Avignon à la France. Jusque-là, c'était gouverné par les papes. C'était gouverné probablement extrêmement mal, et ça devait coûter très très cher aux habitants de cette région. Et si vous regardez un siècle plus tard en France, une des régions de France où il y a le moins de gens dans les églises le dimanche, c'est la région d'Avignon. Parce que c'est là que le pouvoir, notamment le pouvoir fiscal de l'Église catholique, s'est fait détester par la population. Donc, les croyances religieuses influencent
les positions politiques, et les positions politiques renforcent la croyance ou au moins la pratique religieuse. Il faut bien comprendre l'interdépendance entre ces deux phénomènes. Mais les constituants de 1790, qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de créer une guerre civile, qu'ils ont cru que réglementer la structure du clergé en France, c'était logique, et que tant qu'à réorganiser l'administration du royaume, il fallait réorganiser cela aussi. Donc c'est ça qui va transformer la Révolution en guerre civile. S'il n'y avait pas eu la constitution civile du clergé, l'hostilité de l'Église catholique et de très nombreux milieux populaires français qui choisissent la fidélité à l'Église catholique plutôt que l'acceptation de la Révolution, cette division ne se serait pas faite. L'autre facteur qui va entraîner l'évolution catastrophique de la Révolution, c'est la guerre extérieure. La guerre est déclarée le 20 avril 1792. Pour déclarer la guerre, il fallait que le roi et l'Assemblée soient d'accord. Ils étaient en désaccord sur tout. Ils passaient leur temps à se bloquer réciproquement. Les relations entre les deux sont très mauvaises. Et tout d'un coup, ils sont d'accord sur une chose. C'est pour déclarer la guerre à l'Autriche, qui est supposée aider, qui en fait aide sans doute un certain nombre d'émigrés français, de nobles, qui ont quitté la France et qui ont organisé une espèce de petite force armée là, dans des principautés allemandes pour menacer la France révolutionnaire. Ce n'est pas bien grave. Le roi pense qu'une petite guerre contre l'Autriche, ça va mal tourner et ça va faire comprendre à son bon peuple qu'il faut lui faire confiance de nouveau, il faut faire confiance de nouveau à son autorité et que toutes ces lubies révolutionnaires, c'est des erreurs. L'Assemblée pense que la guerre, ça va permettre de dénoncer la trahison du roi. Le roi est marié avec une Autrichienne, pas Marie-Antoinette, et les accusations contre elle, la plupart calomnieuses d'ailleurs, sont un des éléments de propagande. On n'ose pas trop attaquer le roi, mais on attaque sa femme, absolument tout le temps. Et comme elle est autrichienne, la guerre contre l'Autriche, ça va permettre de démasquer la trahison du roi ou de la maison royale. Et donc la guerre, elle est déclarée pour ce genre de raison, tout à fait superficielle. La France n'a pas déclaré la guerre à l'Europe pour exporter sa révolution. Et les princes européens ne sont pas entrés en guerre pour faire échouer la révolution. Jusque-là, les autres monarchies en Europe, ils regardent ce qui se passe en France avec curiosité et intérêt. La France est beaucoup plus puissante que les autres États européens. Et l'affaiblissement du roi de France par ce qui est en train de se passer chez lui, c'est plutôt rassurant pour les autres. L'idée qu'il y a là un bouleversement social qui va se propager à d'autres pays, il y a des gens qui le souhaitent en Allemagne ou dans une moindre mesure en Italie, parmi les gens instruits, parmi les gens qui observent ce qui se passe, notamment Kant, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois dans ce cours, parce que je pense que c'est un philosophe extrêmement important, et dès 1789, Kant est préoccupé de ce qui se passe en France. Il se rend compte, pas du tout parce qu'il est inquiet, parce qu'il pense que ce sont des transformations politiques utiles qui sont en train de commencer dans ce pays. Kant, il vit à Königsberg, en Prusse, qui est en Russie aujourd'hui, c'est Kaliningrad en Russie aujourd'hui. Donc il est très très loin de la France ne l'inquiète pas tellement, la France l'intéresse. Et il y a beaucoup d'autres gens en Allemagne qui vont avoir cette attitude vis-à-vis de la Révolution. Mais au niveau des princes, ce qui les intéresse, c'est de voir que c'est en train d'affaiblir le roi de France, qui semble toujours trop puissant à la vue aux yeux des autres. Donc la guerre va au tout début tourner assez mal, mais très vite, le gouvernement révolutionnaire va arriver à construire une armée beaucoup plus puissante que celle qu'il possédait avant, en utilisant les soldats citoyens.
la levée en masse. Au lieu d'avoir des soldats qui sont des mercenaires, qui sont des gens qu'on paye pour les avoir dans l'armée et qui risquent de déserter tout le temps. Le problème des armées du XVIIIe siècle, c'était les soldats qui désertent après avoir été payés dans l'armée d'un pays pour aller se faire payer dans l'armée du pays adverse. Les soldats citoyens qui vont combattre par conviction, par fidélité à la patrie ou à la nation, ne posent plus ce genre de problème. Et puis on peut en avoir beaucoup. La France est très peuplée. Un système de conscription, ça permet d'avoir une armée très très nombreuse. Une autre des phénomènes qui va expliquer la puissance militaire de la France révolutionnaire, j'y ai fait allusion dans la leçon précédente quand j'ai parlé de la réaction nobiliaire à partir de 1780. Les nobles qui insistent pour qu'on leur réserve les postes d'officiers dans l'armée. Et il y a des officiers pour lesquels on fait une exception à ce moment-là. Ce sont les officiers d'artillerie. Parce que les officiers d'artillerie doivent avoir un certain nombre de connaissances techniques, mathématiques, géométriques, un petit peu plus exigeantes que pour les officiers d'infanterie ou de cavalerie. Et les officiers d'artillerie peuvent continuer à ne pas être nobles. Pas les nobles ou les fils de nobles, ils ne veulent pas qu'on les embête à aller à l'école pour apprendre leur métier. Ils pensent que c'est leur titre de noblesse qui leur permet d'être officiers. Dans l'armée, lorsque commence la Révolution, il y a des officiers qui sont nobles et il y a des officiers qui ne le sont pas. Ce sont les officiers d'artillerie. Et ce sont souvent les mieux instruits, ceux qui ont le mieux appris leur métier. Et le départ des nobles qui refusent de rester dans cette armée de ce gouvernement qui désapprouve, ces nobles qui émigrent pour essayer de créer une armée extérieure d'intervention pour faire échouer la révolution. Le départ de ces gens-là permet la promotion très très rapide d'hommes jeunes et assez compétents, qui ne sont pas nobles du tout, et qui deviennent les cadres de cette armée beaucoup plus nombreuse que permet de réunir le système, l'appel à la levée en masse des citoyens pour défendre la patrie en danger. Donc très vite, les armées françaises deviennent capables de gagner contre l'Autriche, puis la Prusse va s'en mêler très vite. La plupart des pays européens, à un moment ou à un autre, vont participer à ces guerres contre la France, guerres que les armées révolutionnaires vont gagner très très vite. La révolution, au lieu de désorganiser l'armée, en fait, a permis à la France d'avoir une armée beaucoup plus puissante. Ça explique les victoires des armées révolutionnaires avant l'arrivée de Napoléon au pouvoir, et ça va continuer ensuite à expliquer les victoires de Napoléon, qui lui aussi était officier d'artillerie d'ailleurs dans sa formation. Donc la guerre, elle n'a pas été déclenchée pour exporter la révolution, ni pour l'empêcher de se propager, mais la guerre va propager la révolution. Et par la guerre, la révolution en France devient la révolution pour presque toute l'Europe occidentale, pour beaucoup de territoires en Allemagne, beaucoup de territoires en Italie. Les armées révolutionnaires, lorsque la France va être devenue une république, la République va créer des républiques satellites jusqu'au sud de l'Italie. Il y a un bouleversement politique européen qui résulte de la guerre. La France de 1793 est un pays qui a un gouvernement révolutionnaire dans lequel la moitié du territoire est en révolte contre la capitale et les armées du pays envahissent les pays voisins. Vous avez un phénomène de double violence, là, de guerre civile et de guerre extérieure, de guerre civile qui n'empêche pas la puissance dans la guerre extérieure. Un autre facteur qui joue dans l'accélération de la révolution, mais ça je passe très vite parce que c'est de l'économie, pour revendre les biens du clergé. Les dirigeants révolutionnaires ont compris que si on revend ça tout d'un coup,
ça va désorganiser complètement le système économique, et donc il faut revendre ça par étapes. Et comme le gouvernement a des besoins financiers, on va fabriquer des assignats. Les assignats, ce sont au départ des titres de propriété hypothétiques sur des terres appartenant à l'Église et qui n'ont pas encore été revendues. Et on peut utiliser ces papiers comme papier-monnaie pour faire des échanges. Et puis avec la guerre, on a des gros besoins financiers et les assignats vont être fabriqués en quantité phénoménale et ça va faire une inflation galopante. La France de 1793-94, que je vous décrivais tout à l'heure, avec la guerre civile, avec la guerre étrangère, et avec les dirigeants qui se guillotinent entre eux à Paris, et l'inflation galopante dans l'économie. Bon, l'inflation, c'est très efficace pour appauvrir certaines personnes et en enrichir d'autres. La Révolution française, à la différence de ce qui s'est passé en Angleterre et aux États-Unis, c'est aussi une révolution socio-économique. Ça redistribue la propriété de façon très très importante en France. La redistribution des terres de l'Église, ça crée toute une classe de petits paysans propriétaires. Il y aura beaucoup moins de grands propriétaires terriens en France après la Révolution qu'il n'y en avait avant, et beaucoup plus de paysans indépendants qui vont devenir une caractéristique à la fois économique et politique de la société française dans la période précédente. Donc, ces trois facteurs majeurs, n'est-ce pas, de bouleversement de la société, la constitution civile du clergé et la guerre civile qui en résulte, la guerre extérieure et l'ampleur qu'elle prend, même si elle a commencé, elle a été déclenchée par des gens qui pensaient que ça allait être une toute petite guerre de rien du tout, qui va aider à régler les conflits entre le roi et l'Assemblée, et l'inflation. Si vous additionnez les conséquences de ces trois phénomènes, on a un bouleversement de la société. Alors, je vous rappelle rapidement la chronologie des événements. Le roi est renversé par une émeute parisienne en août 1792 et l'Assemblée proclame la République le 21 septembre 1792. Et ensuite, la constitution de monarchie constitutionnelle ne peut plus marcher du tout, il faut faire une nouvelle constitution. Donc on élit une nouvelle assemblée constituante qu'on appelle une convention, c'est un mot emprunté au vocabulaire politique américain. Cette convention qui est élue à l'automne, donc 1792, au suffrage universel, cette fois masculin, il n'y a plus de suffrage censitaire, comme aux élections de 1791, mais la participation électorale est devenue très faible. Il y a 10% des gens qui avaient le droit de vote, qui ont voté en 1792. Il est clair que la Révolution est devenue une affaire parisienne et de minorité dans un certain nombre de villes, et que la masse de la population rurale, la majorité des Français sont évidemment une population rurale à ce moment-là, sont sceptiques ou hostiles vis-à-vis de la Révolution. Ou bien ils sont hostiles, ou bien ils sont attentistes, ils attendent de voir comment ça va tourner. Un certain nombre de villes même se sont révoltées à un moment ou à un autre, et ont été réprimées par la force, se sont révoltées contre le gouvernement révolutionnaire. La guerre civile commence en mars 1993 en Vendée, dans le contexte que je vous décrivais tout à l'heure, du refus de la conscription pour la guerre extérieure et du soutien de l'Église catholique réfractaire, refusant le serment de fidélité à la Constitution. La Révolution devient une lutte ouverte contre la religion catholique. Les dirigeants déclarent officiellement qu'ils mènent la terreur contre les adversaires de la Révolution. Et la terreur, ils la pratiquent aussi entre eux. Les radicaux éliminent des gens plus modérés, sont éliminés à leur tour par des gens plus radicaux qu'eux. Dirigeants politiques deviennent un métier extrêmement dangereux. Dans la France de 1793, il est intéressant de savoir que le mot terreur, qui existe en français depuis très longtemps, n'avait pas de signification politique. Ça prend une signification politique à partir de 1793, quand les dirigeants révolutionnaires
déclarent officiellement que leur but est d'appliquer la terreur contre leurs ennemis, contre les contre-révolutionnaires. Et le mot terroriste est inventé à ce moment-là, et au départ, ce n'est pas une injure. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit de quelqu'un d'autre c'est un terroriste, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. C'est un terme péjoratif. Mais en 1793-1794, on pouvait dire en France, citoyen, je suis un bon terroriste, c'est-à-dire je suis un bon partisan de la politique de terreur qui est nécessaire pour défendre la révolution. La Convention, qui est une assemblée constituante, n'a pas de constitution. Elle est théoriquement détentrice provisoirement de tous les pouvoirs. Bon, une assemblée de 700 personnes à peu près. C'est difficile de diriger une politique de cette façon-là. Donc il y a des comités qui sont créés, dont le fameux comité de salut public, qui est ce qui ressemble le plus à un gouvernement. On est dans cette France révolutionnaire de 1793-94. Robespierre est le principal dirigeant de ce comité de salut public. Au début de 1794, la France apparaît presque comme la dictature personnelle de cet homme. Ça ne va pas durer très longtemps. Cette période révolutionnaire extrême qui renverse le roi et ensuite le condamne à mort et le guillotine au début de 1793, cette période fait toute une série de transformations sociales extrêmement radicales. Dans un chant révolutionnaire qui sera écrit par un Français, mais beaucoup plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à savoir l'Internationale, qui va devenir le chant révolutionnaire des communistes ou des socialistes dans l'Europe de la fin du XIXe ou du XXe siècle. Dans l'Internationale, j'ai chanté ça dans les rues de Paris en 1968, il y a une formule « du passé faisons table rase ». C'est l'idée révolutionnaire, il faut détruire tout ce qui représente le passé pour construire une société complètement nouvelle. Là, il y a une volonté de transformation sociale extrêmement profonde qui se manifeste par des choses qui n'ont pas duré, comme après avoir essayé de créer une église catholique nationale, n'obéissant pas au pape, il y a l'abandon de ce projet et le projet tout à fait curieux de créer une nouvelle religion. D'abord, on pense créer une religion de la raison avec un R majuscule. On va faire des cérémonies en l'honneur de la raison dans les églises catholiques déchristianisées, pas sans Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, écoutez, quand même, Dieu, c'est important. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau y croyait. Et on remplace le culte de la raison par le culte de l'être suprême. On ne veut pas l'appeler Dieu, mais il y a l'idée là d'une espèce de déisme révolutionnaire, anti-catholique. Tout ça n'aura pas de suite. Il y a la volonté de faire un nouveau calendrier. On supprime la semaine de 7 jours pour la remplacer par une décade, c'est comme ça que ça s'appelait, de 10 jours. Il y a des mois de 30 jours qui comprend 3 décades, puis il y a 5 jours supplémentaires pour que ça fasse 365 jours à la fin de l'année. Les 12 mois qui portent des noms nouveaux, les années qui sont numérotées à partir de l'an 1 de la République. La République a été proclamée le 21 septembre, donc le premier jour de la première année de la République, qui est le premier vendémiaire, c'est le nom du premier mois de l'année, le premier vendémiaire de l'an 1 de la République, qui correspond au 22 septembre 1792 dans le calendrier commun. Il y a un certain nombre de transformations comme ça complètement radicales. Pendant quelques années, la France va fonctionner avec ce calendrier révolutionnaire qui sera abandonné ensuite au début du XIXe siècle. On va revenir au calendrier habituel. Une autre des innovations, celle-là très positive, mais qui représente la même volonté de
de tout rationaliser, de tout réorganiser, de partir de zéro, c'est la création du système métrique, qui est devenu une réussite mondiale. Pas de faire un système métrique décimal avec des mètres, des centimètres, des kilos, des grammes, toute une série des litres, toute une série de mesures qui sont devenues presque universelles, mondiales aujourd'hui, qui sont beaucoup plus commodes que tous les systèmes qui existaient avant la Révolution. Avant la Révolution en France, il y avait des livres qui changeaient de poids de tous les 20 km sur le territoire. Il y avait toutes des verges qui changeaient de longueur. Enfin, c'était très très compliqué. La volonté de rationalisation des révolutionnaires, c'est de faire un système uniforme. Et celui-là va être une réussite. Calendrier révolutionnaire, ça ne va pas durer très longtemps. La radicalisation de la révolution, avec les radicaux qui éliminent les modérés avant d'être éliminés par plus radicaux qu'eux, elle s'arrête avec le renversement de Robespierre. Les membres de l'Assemblée, de plus en plus terrorisés par cet homme qui est devenu un dictateur, le renverse, le condamne à mort, le guillotine très rapidement pour qu'il n'ait pas le temps de rassembler ses partisans pour se défendre. Ça a lieu le 27 et le 28 juillet 1794, pendant le mois de Thermidor, dans le calendrier républicain. Et on emploie souvent le mot Thermidor pour désigner pas vraiment cette contre-révolution, mais cette modération de la révolution. On emploie souvent l'expression la convention thermidorienne. La convention, donc cette assemblée qui continue à fonctionner, à gouverner la France, mais telle qu'elle fonctionne après le renversement de Robespierre. Et certains théoriciens des révolutions réutilise ce mot pour savoir à partir de quand la révolution russe a-t-elle connu son thermidor, ou à partir de quand la révolution iranienne de 1979 a-t-elle connu son thermidor. Il y a un livre publié en France au début des années 80 intitulé « Thermidor en Iran » avec un point d'interrogation. Bon, thermidor, donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est synonyme de modération du mouvement révolutionnaire ou, aux yeux de certains, de trahison du mouvement révolutionnaire. Il y a des gens qui pensent que la vraie révolution, c'est la révolution de 1793-94, lorsque ce grand homme, Robespierre, était à sa tête. La Convention, qui devait faire une constitution, elle en a fait 3. Les 2 premières qui n'ont jamais été appliquées, c'est pas la peine que je vous en parle, et la 3e qui va être appliquée à partir d'août 95, un régime politique qu'on appelle le directoire. C'est un régime politique très compliqué, avec un exécutif qui est assuré par 5 directeurs. Donc, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre, il y a un comité de 5 directeurs. Peu importe comment ils sont élus. Et puis, il y a 2 assemblées. Une assemblée dont les membres doivent avoir au moins 30 ans et qui est plus nombreuse, et une assemblée dont les membres doivent avoir au moins 40 ans et qui est moins nombreuse. Et il y a un jeu de pouvoir entre ces 3 organismes de décision. La révolution devient plus modérée. Les conflits internes continuent, mais sont moins graves que dans la période de la Grande Terreur. La guerre extérieure continue, et d'ailleurs les armées révolutionnaires remportent de plus en plus de victoires pendant cette période, qui se termine par un putsch militaire le 9 novembre 1799, dans le mois de Brumaire, c'est le 18 Brumaire. Ça aussi, il faut connaître ce nom, c'est un mois d'automne, comme son nom l'indique. Thermidor, c'est au mois de juillet, Brumaire, c'est au mois de novembre, ça ne correspond pas exactement au mois de novembre, c'est décalé par rapport au mois de novembre, mais c'est à peu près à cette époque-là. Et là aussi, le terme de Brumaire pour désigner le coup d'État militaire qui met fin à une révolution. Le jeune général Bonaparte, qui est devenu assez célèbre parce qu'il avait remporté quelques années plus tôt des victoires très spectaculaires
en Italie avant de se lancer dans une aventure en Égypte qui a plutôt mal tourné. Bonaparte devient c'est pas vraiment lui qui a organisé le coup d'État, mais c'est lui qui en est le principal bénéficiaire, qui devient le principal chef en France et qui fait une déclaration au lendemain de sa prise du pouvoir que je vous lis. La révolution s'est faite selon les principes qui l'ont commencée. Elle est finie. C'est l'annonce officielle de la fin de la révolution. On va rétablir l'ordre dans le pays. Et donc, Bonaparte se présente comme celui qui réalise la révolution. La révolution a atteint ses buts. Il faut stabiliser le résultat. Il faut stabiliser les buts de la révolution. Le régime politique qu'il met en place s'appelle le consulat. Il y a 3 consuls, un premier consul et 2 moins importants. En fait, les 2 autres auront très peu de pouvoir. Le premier consul, c'est Bonaparte. Et c'est lui, le patron, très concrètement. Et au début, il va prendre un certain nombre de décisions extrêmement intelligentes qui stabilisent le pays, pacifient la situation du pays et solidifient son pouvoir après une période de chaos. La France, elle est en désordre depuis 1789, elle est très clairement en chaos depuis 1792, un conflit interne extrêmement violent qui a fait des centaines de milliers de morts dans la population et des centaines de milliers de morts dans les armées qui combattent contre les pays voisins, la désorganisation due à l'inflation et à l'économie des assignats, etc. Tout ça est en pagaille complète. Donc, le type qui est capable de rétablir l'ordre, évidemment, il a une autorité, je dirais, il a la reconnaissance de tellement de gens pour avoir mis fin au chaos de la période précédente. Pour mettre fin au chaos, il faut mettre fin au conflit religieux. L'État ne peut pas rester en guerre contre presque la moitié de la population du pays qui reste attachée à la religion catholique. Et Bonaparte va négocier avec le pape et plus ou moins imposer au pape. Ce n'est plus le même qu'en 1790, celui qui avait refusé d'autoriser le clergé à prêter serment à la Constitution. C'est un nouveau pape à qui il fait signer un concordat, qui est donc signé en 1801. C'est la fin de la guerre civile religieuse. Le clergé, la réorganisation du clergé catholique est maintenue. Les terres de l'Église restent expropriées. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas aller reprendre aux paysans les terres dont ils se sont emparés grâce à l'expropriation des terres de l'Église. Ça serait la catastrophe complète. Donc l'Église reste expropriée, le clergé catholique devient salarié de l'État, il continue à y avoir un évêque par département, tous les anciens évêques vont démissionner. Il y avait des évêques qui avaient été nommés par le gouvernement révolutionnaire et sacrés évêques par l'un d'entre eux qui était un évêque d'ancien régime mais qui avait accepté de se rallier à la Révolution. Donc il y a plein de nouveaux évêques. Il y a les anciens évêques, les survivants de l'Église d'avant 1790, les évêques de l'Église réfractaire. Tous ces évêques-là sont mis à la retraite. On nomme des nouveaux évêques. Les évêques vont être nommés par le pape avec l'accord du gouvernement français. Le gouvernement français a le droit de refuser qu'une personne précise devienne évêque, mais c'est le pape qui nomme les évêques. L'idée de l'élection des évêques est abandonnée. Cette loi, c'est aussi une loi de tolérance religieuse, puisque ça met fin au conflit avec l'Église catholique et ça normalise la situation des 2 autres religions. Les protestants, dont la situation a été normalisée par Malesherbes en 1787, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, et les juifs, dont la situation a été normalisée, qui sont devenus citoyens français normaux au début de la Révolution. Les
le statut du clergé catholique est appliqué aussi au clergé protestant et au clergé juif. Il y a une loi, il y a un concordat avec le pape et une loi qui établit le même statut pour les catholiques, les protestants et les juifs, et donc qui deviennent des items du budget public, où les membres du clergé des trois religions deviennent des fonctionnaires du gouvernement, ce qui est une situation juridique qui va durer jusqu'en 1905, que certains catholiques ont trouvé choquante au moment où est établi le concordat, parce que ça établit une autorité assez forte de l'État sur les religions. La situation des religions en France n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Les États-Unis, je vous l'ai dit, ont pacifié les relations entre les groupes religieux sur la base de la religion est un truc privé, les gens font ce qu'ils veulent, et l'État ne fait aucune différence entre aucune religion et ne doit subventionner aucune religion. Alors là, au contraire, on a une législation dans laquelle il y a trois religions officielles, et l'État contrôle dans une large mesure la façon dont fonctionnent ces trois religions. Cette loi, elle va être abolie en 1905. Là, les catholiques, les protestants et les juifs vont devenir des entreprises privées, je dirais, des associations privées en France. L'Église catholique de 1905 va pousser des cris que l'abolition du concordat est une mesure de persécution, alors qu'en fait, c'était plutôt une mesure de liberté religieuse. Le concordat de 1801 est une mesure de pacification religieuse, même si ça ne crée pas un État laïque, un État pour lequel toutes les religions sont équivalentes. Bonaparte va même réussir à mettre fin à la guerre extérieure par le traité d'Amiens qui est signé avec l'Angleterre le 25 mars 1802. De mars 1802 à mars 1803, je vais vérifier ces dates, quelque chose de bizarre là-dedans. Je reviendrai, je mettrai une correction en bas d'écran. Pendant presque un an, la France a été en paix avec tout le monde. Et une France agrandie, une France qui a sa frontière sur le Rhin, pas qui inclut tout le territoire de la Belgique d'aujourd'hui, le sud des Pays-Bas d'aujourd'hui, une partie du territoire de l'Allemagne, tout ce qui est à l'ouest du Rhin en Allemagne. Vous avez une France agrandie, une France victorieuse militairement, une France plus puissante que tout le monde, qui se retrouve en paix avec tout le monde. Il a établi un régime politique stable en France, il a mis fin à la guerre civile, il a mis fin à la guerre extérieure. On est dans une situation merveilleuse. Ça aurait dû durer. C'est à ce moment-là que Beethoven compose la symphonie héroïque, numéro 3, en l'honneur de Bonaparte. S'il était mort de mort subite à ce moment-là, il serait resté comme vraiment un bienfaiteur de l'humanité. Ça va tourner mal de nouveau, très très vite, et très largement par sa faute. La guerre reprend donc en mars 1803, et en 1804, ce qui est beaucoup plus... Là, la guerre, l'Angleterre, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a tout le temps la Manche à traverser, mais l'Angleterre a des alliés, l'Autriche notamment, immédiatement les opérations militaires contre l'Autriche recommencent, etc. Et pas de problème. Il a l'armée la plus nombreuse, il a les officiers les plus compétents. Tout ça, ça a été créé par la Révolution avant lui. Il donne à ça un commandement unique et qu'il dirige avec une audace extraordinaire. J'ai étudié beaucoup les guerres dans ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait des génies stratégiques. Je crois que les questions stratégiques sont toujours des questions très très simples et que la difficulté du chef, c'est la difficulté d'oser, la difficulté, les décisions stratégiques, on n'est jamais sûr que c'est la bonne. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Et l'audace, la capacité d'inspirer la confiance chez les exécutants, etc., c'est ça qui est le secret des grands
des grands conquérants. Je pense que c'était le secret d'Alexandre le Grand ou de Jules César. C'est certainement le secret de Napoléon. Il n'y a rien de génial là-dedans, mais il est plus audacieux et tant qu'il a l'armée plus nombreuse et plus compétente que n'importe qui en Europe, il peut remporter des victoires extraordinaires. Évidemment, il va vouloir aller beaucoup trop loin et ça va finir par tourner mal. En 1804, il se fait couronner empereur des Français avec le nom de Napoléon Ier, puisque Napoléon était son prénom. Et Beethoven, à ce moment-là, retire la dédicace à Bonaparte qu'il avait l'intention de mettre sur sa symphonie fantastique. Quel est le régime politique de l'Empire? Bon, c'est pas très important, mais on peut en parler 3 minutes. Il y a une constitution qui est faite en décembre 1799, immédiatement après le 18 Brumaire. C'est la constitution du consulat, et on remplace le premier consul par l'empereur, mais c'est presque pareil, ça reste la constitution de Napoléon jusqu'en 1814. Napoléon lui-même, en supervisant la rédaction très rapide de cette constitution par des juristes, leur a dit qu'une constitution doit être courte et obscure, sous-entendu, pour que je puisse en faire ce que je veux. Bon, ce qui est un peu ce qui va se passer. Alors, la structure politique du consulat et de l'Empire se caractérise par 2 choses qu'il faut retenir, une qui est très importante, l'autre qui est curieuse mais moins importante, c'est l'administration centralisée. Il y a des départements, il y a des lois uniformes selon les départements, et il n'est plus du tout question qu'il y ait des élections pour administrer les départements. Là, maintenant, il va y avoir des préfets, qui sont des fonctionnaires nommés par le gouvernement et qui obéissent au gouvernement, qui non seulement administrent le département, selon les ordres que leur donne le gouvernement central, mais supervisent les municipalités. Les décisions des municipalités sont soumises à la tutelle du préfet. C'est le terme officiel qui est utilisé en droit administratif français. C'est-à-dire que les délibérations des conseils municipaux ne sont exécutoires que lorsqu'elles ont été entérinées par le préfet. On doit envoyer ça au préfet pour dire qu'il est d'accord. On a une structure hiérarchique là, extrêmement redoutable qui est mise en place par le centralisme de l'État français au nom, pour Napoléon, de l'efficacité dans la défense extérieure, dans la mobilisation de l'armée, dans le contrôle des frontières, etc., bien évidemment, mais aussi toujours le principe de l'égalité des citoyens qui exige la centralisation administrative. La deuxième caractéristique de ce régime, c'est que le suffrage masculin devient universel. Il n'y a plus de suffrage censitaire comme en 1791, d'ailleurs ça avait été supprimé par la Convention, c'est rétabli par le Directoire, c'est aboli de nouveau par le consulat. De nouveau, tous les hommes peuvent voter. Il n'y a plus de conditions de fortune pour avoir le droit de voter. Mais les citoyens qui votent, ils n'élisent pas des députés, ils élisent des candidats. Ils proposent des candidats et c'est le Sénat, une petite assemblée de sénateurs qui sont des sénateurs à vie. C'est eux qui choisissent parmi les candidats élus par les citoyens ceux qui vont siéger au corps législatif. C'est comme ça que ça s'appelle, l'assemblée qui va voter les lois. Et les sénateurs, c'est une assemblée qui est cooptée sur proposition du premier consul ou ensuite de l'empereur. Ce qui fait que l'empereur ne risque pas d'avoir une assemblée législative qui lui fait des problèmes. Parce que ces sénateurs à vie, qui sont très bien payés, qui ont été en fait choisis par lui, sont ceux qui décident qui va siéger dans l'assemblée législative. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça n'aura aucune suite, ça n'exerce pas beaucoup d'influence sur la façon dont fonctionne la politique en France sous Napoléon. La politique en France, c'est lui, et c'est lui qui décide. Il est un maître absolu de la direction politique du pays. Il a des ministres qui font un certain boulot administratif, etc., sous sa supervision, mais c'est lui le chef, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus.
Et en même temps, il est l'héritier de la Révolution. Il a prétendu qu'il était celui qui réalisait l'idéal de la Révolution. Donc, il faut bien que les citoyens soient égaux, il faut bien que les citoyens puissent voter. Comment on s'arrange pour avoir l'apparence de la démocratie et ne pas être embêté par le résultat des élections? C'est la première solution à ce problème qui va être trouvée par cet aventurier corse, imaginatif et ambitieux, pas Napoléon Bonaparte. Il y aura d'autres solutions à ce problème jusqu'au XXe siècle. Il y aura de nombreuses solutions. Comment faire pour faire semblant de faire une démocratie et faire tout autre chose, et ne pas être embêté par le résultat des élections. Il y aura d'autres variantes de ça. C'est la première tentative pour réaliser ce genre de choses. Donc ça ne sera pas jamais refait de la même façon, mais la question va continuer à se poser dans l'avenir et trouvera d'autres solutions. Alors, l'aventure mégalomane va continuer. Il sait qu'il peut remporter des victoires militaires très facilement, il sait qu'il a la meilleure armée, qu'il peut écraser presque n'importe qui. Alors, c'est les victoires à répétition. L'extension du territoire de la France, au maximum de son extension, l'Empire français va avoir un département à Rome et un département à Hambourg, en Allemagne, et puis le territoire entier entre les deux, qui est complètement annexé à la France, plus un certain nombre d'États satellites. La Révolution, je vous l'ai dit, avait créé des républiques satellites. Alors Napoléon va créer des royaumes satellites. Il va mettre les membres de sa famille, son frère Joseph, d'abord sur le trône de Naples, ensuite sur le trône d'Espagne. Quand il déplace Joseph de Naples en Espagne, il met Murat, qui a épousé une de ses sœurs, sur le trône de Naples. Il met son frère Louis sur le trône de Hollande. Et puis, comme Louis n'est pas suffisamment capable d'empêcher les Hollandais de continuer à faire du commerce avec les Anglais, c'est très difficile d'empêcher les Hollandais de faire du commerce, la Hollande est annexée à la France. Et Louis, je ne sais plus quel autre poste on lui a trouvé. Enfin, il y a un clan familial corse qui est en train de prendre le contrôle de l'Europe, ce qui va conduire à un certain nombre de défaites. Une des premières, il faut savoir, c'est la défaite de Trafalgar. Ça, c'est en 1805. C'est au tout début de la période d'expansion mégalomane où la flotte franco-espagnole, d'ailleurs l'Espagne est encore l'allié de la France à ce moment-là, est détruite par l'amiral Nelson. À partir de là, la Grande-Bretagne va avoir une maîtrise navale absolue, ce qui va l'aider beaucoup dans la poursuite de la guerre contre la France, avec toute une série d'alliés continentaux à répétition, l'Autriche à plusieurs reprises, la Prusse, finalement la Russie. Les guerres vont tourner très mal, d'abord avec l'invasion de l'Espagne, quand il essaie de mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Les Espagnols n'aiment pas ça du tout. Et l'armée française va se heurter à une guerre de guérilla en Espagne. Alors là, l'efficacité sur les champs de bataille, ça ne sert pas à grand-chose. Les soldats français s'épuisent en persécutant les Espagnols. Et surtout, en 1812, il décide d'envahir la Russie pour empêcher la Russie de faire du commerce avec l'Angleterre. Et ça tourne à la catastrophe. Tous les autres pays européens se coalisent contre lui. Le territoire de la France proprement dite est envahi en 1814. Il abdique. Il est envoyé à l'île d'Elbe. C'est pas important pour notre sujet, mais c'est curieux pour la culture politique du passé. Les vainqueurs de la France en 1814 sont des gens extraordinairement civilisés. Vous avez là un homme, Napoléon, qui, depuis plus de 10 ans, met toute l'Europe à feu et à sang et fait peur à tout le monde. Et on arrive à le faire abdiquer. Et on le nomme souverain de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est une merveilleuse petite île en Méditerranée, le long des côtes italiennes. C'est au niveau de la Toscane. C'est le plus beau climat du monde. Un des endroits merveilleux pour finir sa carrière. Et il devient souverain de l'île d'Elbe. Il gouverne l'île d'Elbe. Et en même temps, il a 45 ans à ce moment-là. Il n'est pas vieux du tout.
il pense que sa carrière n'est pas du tout terminée, il revient en France, il arrive à reprendre le pouvoir à Paris grâce à la complicité d'une partie de l'armée. Les coalisés européens, bien sûr, reprennent la guerre contre lui, ils ne veulent surtout pas lui voir reprendre le pouvoir en France, et ça se termine à la bataille de Waterloo, sur le territoire de ce qui est la Belgique aujourd'hui, pas en 1815. À la suite de ça, là, il se livre aux Anglais qui l'envoient dans une île de l'Atlantique Sud, à l'île de Sainte-Hélène, où là, il n'est pas du tout le patron, il est prisonnier. Mais à l'île d'Elbe, il était dans des conditions magnifiques pour mener une retraite tranquille. Après la défaite de Napoléon, on rétablit en France une monarchie. Louis XVIII, qui est un des frères de Louis XVI, plus jeune, devient roi de France. Et si on fait la comparaison avec les États-Unis, la Révolution américaine et la Révolution française. La Révolution américaine, les hommes qui ont commencé la lutte pour l'indépendance contre l'Angleterre, les hommes qui ont fait la déclaration d'indépendance, qui ont fait la Constitution, Washington, Jefferson, Madison, sont les hommes qui gouvernent les États-Unis au début du XIXe siècle. C'est-à-dire que la Révolution, elle a des auteurs qui réussissent, qui atteignent leur but, alors que les hommes qui ont été les leaders de la Révolution, lorsqu'elle est constructive, c'est-à-dire dans la période 1789-1791, où vous avez des gens qui savent assez bien ce qu'ils veulent faire, l'abolition des privilèges, l'égalité des citoyens et une constitution pour avoir une monarchie constitutionnelle. C'est ça qu'ils font. C'est ça qui est fait en 1791. Et puis ensuite, tout tourne mal. La plupart d'entre eux ne vont pas survivre, ils vont être tués par d'autres à un moment ou à un autre dans les luttes politiques pendant la Révolution, et ça finit par donner la dictature de Robespierre d'abord, en 1793-1794, qui n'était vraiment pas ce à quoi pensaient les gens qui voulaient faire une constitution en 1789. Ça va donner ensuite la dictature de Bonaparte après 1799, pas sous la forme du consulat ou sous la forme de l'Empire. Bon, c'est un régime plus raisonnable que celui de Robespierre. Il n'essaie pas de créer une nouvelle religion, il n'essaie pas de changer le calendrier, il est capable d'établir l'ordre sur le territoire, ce que Robespierre n'était pas capable de faire, mais il n'y a pas plus de liberté, il y a plus d'ordre, mais il n'y a pas plus de liberté sous Napoléon qu'il n'y en avait sous Robespierre. Et cette révolution faite au nom de l'égalité et de la liberté, révolution qui n'a jamais été libérale, qui n'a jamais vraiment essayé d'établir la liberté. Ils ont crié liberté, liberté beaucoup, c'est jamais ça qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire l'égalité, alors ça, ils ont pris des mesures sérieuses pour faire l'égalité, mais en même temps, lorsque c'est fini, ce cycle extraordinaire, le régime qui s'établit en 1814-1815, Louis XVIII monte sur le trône en 1814, il est renversé par Napoléon qui revient de l'île d'Elbe, il revient en 1815 après Waterloo, et il dirige un régime politique dont j'aurai l'occasion de reparler un tout petit peu plus tard, un régime de monarchie constitutionnelle ressemblant au régime britannique, ressemblant à ce que, en plus modeste, beaucoup plus modestement constitutionnel que ce que l'Assemblée constituante avait essayé de faire en 1791. Les idées de 89 sont loin, et les idées de 93, alors là, certainement pas. Vous avez un phénomène révolutionnaire qui a complètement dévoré ses auteurs et qui aboutit à ce qui apparaît à ce moment-là comme un échec complet. En fait, beaucoup de choses créées par la Révolution française ou initiées lors de la Révolution française vont avoir beaucoup d'importance par la suite de l'histoire, quelquefois de façon positive pour l'évolution des régimes politiques et parfois de façon très négative pour les chances d'établir des formes de
des formes de démocratie convenables. Donc l'héritage de la Révolution française, l'héritage institutionnel et idéologique de la Révolution française, j'en parlerai dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.